Donc merci de nous avoir lu et puis on soutiendra évidemment au minimum cette proposition, il faut qu'on développe tout ça. Donc maintenant Marie-Georges va intervenir plus particulièrement sur le féminisme puisque c'est aussi son domaine d'action. D'abord merci à vous tous et à vous toutes de m'avoir invité. Je me sens un peu chez moi parce que j'ai rencontré énormément de militants et militantes, d'élus anciennement de la Seine-Saint-Denis que je retrouve à la fête aujourd'hui. Et j'ai surtout eu le bonheur de rencontrer tout à l'heure ma première secrétaire de cellule à Fontenay-aux-Roses dans les Hauts-de-Seine. Donc ça fait chaud au cœur d'être ici. Dire aussi que je vais être très vigilante sur ce que vous avez dit, monsieur, concernant l'arrivée d'une loi au début de l'année 2020, parce que pour l'instant cette loi n'est pas annoncée. Et je crains que le gouvernement, de nouveau, joue la montre et recule l'examen alors que nous sommes dans l'urgence pour les personnes âgées, mais aussi pour les personnels qui s'occupent de ces personnes. Alors moi, je vais plutôt venir sur les discriminations qui sont faites aux femmes et le bien fondé du combat féministe pour notre société. On est en plein débat sur la réforme des retraites et à quelques jours de la journée d'action et du 5 décembre, qui peut-être va se poursuivre le 6, le 7, le 8, le 9, et on va voir. Et j'ai envie de parler au féminin des retraites. 19% des femmes contre 9% des hommes prennent leur retraite à 67 ans. 38% des femmes contre 22% des hommes touchent moins de 1 000 € de retraite. La différence entre la pension moyenne des femmes et la pension des hommes est de 42%. 42%. Et la réforme va encore aggraver cette situation. Je prends une source, pourtant pas suspect d'humanité, je prends une source dans le journal Le Figaro, qui jeudi faisait état d'une étude sur les effets de la réforme sur les pensions des femmes. Et cette étude montrait que pour les mères de famille salariées de 2 ou 3 enfants, les pertes allaient de 750 à plus de 1 000 € sur leur retraite chaque année. Et si, au-delà de ce constat, des inégalités dont sont victimes les femmes, sur fond de reculs sociaux pour tous et toutes, on parlait des droits des femmes comme moteur du progrès social pour tous et toutes. J'en reviens à la question de retraite. Imaginons que les filles ne soient pas cantonnées à certaines filières, notamment les filières qui conduisent à des métiers les moins bien payés dans notre société. Imaginons qu'au même poste, à même diplôme, les femmes touchent les mêmes salaires que les hommes. Je rappelle qu'il y a 10% d'écart. Imaginons que le service public de l'enfance permette aux femmes d'avoir des carrières régulières, constantes. Imaginons. Et luttons pour tout cela. Car si on arrivait à ce que les filles s'ouvrent à différentes filières, que les salaires soient au même niveau, que les carrières se déroulent de la même façon, eh bien, grâce aux cotisations des femmes, on pourrait assurer la retraite à 60 ans avec 40 annuités. C'est là qu'on voit que le féminisme, c'est pas un combat contre les hommes. Le féminisme, c'est un combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes et pour des avancées de civilisation pour les hommes comme pour les femmes. Et je pourrais prendre d'autres exemples. Christiane nous propose d'aborder la question de l'invisibilité et de l'agisme. Les femmes au cœur des discriminations. Les femmes invisibles l'ont longtemps été dans la cité. C'est tout le contenu de la domination patriarcale, ce partage des rôles. Les femmes au foyer, les hommes dans la cité. Amantes, épouses, mères, grand-mères. Les hommes en responsabilité, au travail. C'est cette image-là qui a été développée au fil des décennies et des décennies. Mais le combat des femmes pour leur visibilité, leur présence dans la vie publique ne date pas d'hier. En 1789,
1789, la Grande Révolution, j'ai retrouvé une affiche. Parce que, étonnamment, pendant la Révolution française, l'expression se faisait beaucoup par affiche, écrite manuellement et collée sur les murs des villes, les murs de Paris notamment. Et il y a une affiche qui porte sur la réglementation des femmes et qui dit, je cite, « Les épouses et les mères d'un peuple libre veulent enfin que leur association conjugale soit volontaire. Législateurs, les temps sont mûrs pour que la justice et l'égalité soient aussi pour elles. » La section de Paris va répondre et donner satisfaction. Et d'ailleurs, le divorce va être obtenu par le combat des femmes dès la Grande Révolution. Tout cela est mis à mal par le Code Napoléon qui remplace les femmes comme mises sous tutelle, comme mineures. Mais la Révolution française, on ignore un peu le rôle des femmes joué en politique pendant toute la période révolutionnaire. Elles avaient de nouveau trouvé une forte visibilité. Cette visibilité, cette place dans la cité, c'est aussi le combat pour le droit de vote. Amusez-vous à lire les comptes rendus des débats au Sénat entre 1925 et 1935, où les sénateurs radicaux à l'époque, en majorité, refusent le droit de vote aux femmes en disant qu'elles vont apporter la déraison en politique. Il y en a même un qui dit que ça va les rendre stériles. Je vous jure, ça va les rendre stériles. Les femmes obtiennent, grâce à leur rôle dans la résistance, le droit de vote à la libération, elles sont visibles. Mais elles sont visibles, mais les mentalités n'avancent pas. Et elles sont très peu visibles dans les postes de responsabilité en politique. Moi, je rentre à l'Assemblée nationale en 97, on est moins de 10%. C'est ça la réalité. Et puis, il y a l'instauration de la parité. Les femmes sont la moitié de l'humanité, elles doivent être la moitié dans les organes de responsabilité et de direction. Mais les mentalités ont encore du mal à avancer. L'idée, le procès fait aux femmes, qu'elles seraient moins disponibles dans leur engagement, qu'elles seraient moins compétentes. C'est pour ça qu'elles sont chargées dans les mairies de l'action sociale, des écoles, de la jeunesse, mais que les hommes se doivent charger en tant que maire adjoint de l'urbanisme, des finances, des grandes questions essentielles. Voilà. On voit bien qu'on a encore à se battre pour obtenir cette visibilité. Mais c'est vrai que ce combat pour la place dans la cité s'est accompagné ensuite du combat pour la maîtrise de son corps. C'est les grands combats pour la contraception, pour l'IVG, et puis pour le respect du corps de la femme. C'est la loi contre toutes les violences faites aux femmes de 2010, qui n'a pas été accompagnée de moyens et qui fait qu'aujourd'hui encore, nous connaissons les féminicides et recrudescence des violences faites aux femmes. C'est la loi de 2016 contre le système prostitutionnel. La France se place dans les pays qui sont abolitionnistes. Mais là aussi, les moyens ne suivent pas. Et il y a un rapport qui vient d'être sorti par l'Observatoire de la parité en Seine-Saint-Denis. Nous avons une augmentation énorme de la prostitution des mineurs, notamment des mineurs entre 10 et 15 ans en Seine-Saint-Denis, sans que ça émeuve ni les forces de police, ni la justice. En fait, quand on regarde l'histoire, la visibilité des femmes dans tous les domaines, elle est liée aux luttes qu'elles ont menées pour obtenir leur place, pour pouvoir accomplir les missions sur lesquelles elles étaient attachées. Alors, on parle d'agisme. Les femmes âgées, mais aussi les femmes qui s'occupent des femmes et des hommes âgés. Vous l'avez très bien dit. Souvent, on compte sur leur dévouement. Vous savez, cette idée que les infirmières sont dévouées, que les femmes qui accompagnent les personnes en difficulté sont dévouées. Mais les femmes ne souhaitent pas qu'on parle de leur dévouement. Elles souhaitent qu'on parle de leur formation, de leur métier, de leur salaire. Elles parlent de reconnaissance. Elles parlent de moyens pour exercer humainement et efficacement leur mission. Contester cette image de la femme dévouée pour exiger celle de la professionnelle qui a droit à la rémunération liée à son travail et à son diplôme, c'est ça la lutte que mènent les femmes dans le travail à domicile, dans les EHPAD. Il faut bouger le modèle, casser l'image de la femme qui n'exercerait son métier que par
voilà, que par humanité. Non, la femme comme l'homme exercent leur métier parce qu'elles ont choisi un métier, parce qu'elles ont fait les études pour arriver à ce métier et elles veulent être traitées. Alors, dernière chose, parce que je vois que je suis trop longue, sur l'agisme. Je vais prendre une question qui me passionne toujours, la question du sport. J'étais d'ailleurs au Mans avant-hier sur un débat sur cette question. Que constate-t-on encore? Que lorsque les filles atteignent la puberté, elles quittent massivement les clubs sportifs. Contrairement aux garçons qui continuent une pratique sportive. Pas suffisamment encore, mais qui continuent. Lorsque les femmes veulent reprendre une pratique sportive, elles ont eu un enfant, 2 enfants, elles sont salariées, elles veulent reprendre une activité sportive, les offres d'activités sportives ne correspondent pas au niveau de leur disponibilité, des horaires, etc., etc. Et donc, nous avons une pratique sportive beaucoup, très inférieure de la part des femmes par rapport aux hommes. Et ça a des conséquences. Quand la femme prend de l'âge, vieillit, elle n'a plus cette aptitude, cette envie de bouger, d'avoir cette activité physique qui est aussi pourtant extrêmement importante. Donc là aussi, il nous faut changer les mentalités. Alors vous l'avez, Christiane l'a dit, c'est vrai que les associations féministes, pour l'instant, ne se sont pas emparées de cette question des discriminations pour les femmes âgées. Je pense qu'il faut, dans le combat féministe, dire que nous ne sommes pas simplement des mères et des grands-mères, mais nous sommes des femmes avec nos exigences tout au long de notre vie, vraiment tout au long de notre vie. Je vous remercie.